Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton pour cet épisode spécial de Crépuscule pour un tueur. Oui, on a eu la chance, comme quelquefois, de rencontrer certains membres de l'équipe du film. Le réalisateur et co-scénariste Raymond Saint-Jean, le comédien principal Éric Bruno et l'autre comédien presque principal aussi, Benoît Gouin. Sur cette histoire inspirée de faits vécus, pas mal biographique sur Donald Lavoie. Moi, je connaissais pas du tout cette histoire-là. Non, moi non plus, en fait. Et c'était un tueur à gages pour le clan des Dubois. À Montréal, fin des années 70, début 80. Mais là, on suit vraiment une espèce de 4-5 ans fort pour Donald Lavoie. Mais le clan des Dubois existait bien avant. Et c'est drôle parce que c'est Claude Dubois. Mais c'est pas le même qu'on connaît. Là. Et le réalisateur disait même qui avait débuté un peu sa carrière comme chansonnier. Oui, c'est comme le genre de chanteur de charme et tout, mais il y avait un nom d'artiste qu'on se souvient pas. Fait que très belle conversation avec ces trois personnes-là. Tu sais, le synopsis du film, c'est un peu ça. Donald Lavoie, oui, le personnage d'Éric Bruno, est un homme de main, un genre de soldat pour cette espèce d'armée de gangsters-là, de mafieux-là. C'est pas des motards, c'est vraiment plus des... tu sais, du contrôle de bord, là, genre, hey, faudrait que tu payes pour ta protection, puis si tu payes pas pour ta protection, ben, on te pète la gueule. Fait que, dans le fond, tu payes pour pas qu'on te pète la gueule, d'une certaine façon, là, puis avec des petites drogues qu'on vend à travers de ça. Fait que lui, il est un homme de main, un genre de collecteur qui va chercher l'argent, puis qui hésite pas à casser des gueules et tuer des gens au besoin, de manière assez froide. Je pense que je pense qu'au total, il y avait 27 meurtres qui ont été retrouvés coupables, quand même. Puis, c'est pas rien, c'est ça. Et fait qu'on le suit à un moment assez charnière où peut-être qu'il a la confiance envers son patron qu'il voit comme sa famille d'une certaine manière parce que sa propre famille est assez dysfonctionnelle. Eh bien, il va s'effriter, fait que ça va mettre en péril son intégrité. Non, c'est vraiment un film intéressant à voir. Ceux qui aiment le genre, c'est très bien fait. Et moi, ce que j'ai apprécié davantage en plus, c'est cette espèce de sobriété dans la mise en scène. Le réalisateur, d'ailleurs, évoque l'influence des films de genre des années 70 américains. Et effectivement, ça fait penser à ça. Donc, vraiment, économie de moyens, mais juste très efficace, bien joué. Le duo Éric Bruno, Benoît Gouin sont vraiment intéressants à voir. Sylvain Marcel aussi dans le rôle du policier qui cherche à gagner la confiance, mais à brasser pas mal la cage, si on veut. Ça reste un policier baveux, disons ça comme ça. Mais effectivement, ce qui a fait de la notoriété de Lavoie, c'est qu'il a tourné contre le clan Dubois, donc a collaboré avec la police. Et ça a été le premier cas de Société protectrice des témoins, là, qui a été relocalisé et tout ça. Donc, c'est le premier au Canada. Donc, c'est quand même pas rien. Puis, tu sais, rapidement, peut-être que ça rappelle un peu Confession de Luc Picard. Mais c'est quand même complètement différent. Probablement, c'est pas le même tueur, là. C'est pas le même tueur à gages. Mais et dans le traitement et dans la mise en scène et tout, c'est deux films différents. Fait qu'il n'y a pas de raison de pas apprécier l'un et l'autre, je dirais. Tout à fait. Là. Je pense que c'est juste complémentaire. En fait, c'est comme une espèce de retour dans l'histoire. Donc, on est dans les années 70 avec Crépuscule pour un tueur, puis 90 avec... Confession, c'est comme un prolongement de tout ça. Fait que je pense que les deux se complètent bien. Puis, Éric Bruno, tous les comédiens, très très bons. Fait que, bref, allez voir Confession pour un tueur au cinéma, et si c'est pas déjà fait, fait qu'on a la conversation avec ces trois artisans-là, et il n'y a pas vraiment de divulgateur, là, comme on dit. Les gars, c'est vraiment fascinant. Pour vrai, on aurait pu parler 1 heure facilement avec eux. J'ai pas noté, mais je pense que ça dure une 20aine de minutes, puis on a dû poser 4 questions, là. Ils se renvoyaient la balle l'un en l'autre. Ils sont très volubiles. C'est ça. Fait que je sais pas comment a été aussi le Q&A après la projection devant un public, mais c'est ça, ils ont pas la langue dans leur poche, comme on dit. Alors, voici notre entretien avec ces trois messieurs. On profite de la sortie de Crépuscule pour un tueur pour recevoir une partie de l'équipe du film, le réalisateur Raymond Saint-Jean et les comédiens Éric Bruno et Benoît Gouin. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, les gars. Merci d'être avec nous. Il y a un plaisir. Raymond, on va commencer par toi.
Pas de problème. Comment es-tu devenu impliqué dans le projet? Parce que c'est pas toi qui as scénarisé. Est-ce que ces producteurs qui sont venus... De co-scénariser? Ouais, en fait, j'ai co-scénarisé le projet. Je suis à l'origine du projet. Oui, absolument. Il y a une dizaine d'années, là, je travaillais en fait pour le Cirque du Soleil. Moi, j'ai fait beaucoup de documentaires sur les arts de la scène particulièrement, puis des portraits d'artistes. Puis j'ai eu un intermède où je faisais de la conception de vidéos pour des spectacles du Cirque du Soleil. J'étais à Las Vegas, puis je voulais revenir à la réalisation. Puis j'ai recommencé avec 2 documentaires, dont un documentaire sur Louise Le Cavalier, qui s'appelait Une chaise pour un ange. Pardon. Non, c'est celui avant. C'est Louise Le Cavalier sur son cheval de feu. Je m'excuse, j'en ai fait 2. Puis, mais en parallèle, je voulais revenir à la fiction. J'ai fait des moyens-métrages. J'ai quand même fait quelques projets de fiction avant. Puis je me disais, bon là, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans, 7 ans de travail, scénariser, développer le film, le financer, le tourner. Il faut que j'ai un sujet qui m'intéresse vraiment. Puis je suis un grand amateur de films criminels, de films de gangsters, de drames criminels. Puis j'ai quand même un certain âge. Donc j'ai grandi dans les années 70, mon adolescence, à la période où je considère qu'il était vraiment l'âge d'or du film de gangster américain. Mm-hmm. Donc j'ai été nourri de ça énormément, puis c'est un genre que j'aime beaucoup. En même temps, je suivais beaucoup la scène criminelle montréalaise, qui à l'époque était assez florissante, si on peut dire. Mais c'est vrai, quand on regarde la courbe des homicides au Canada, ça pique en 75, puis à Montréal, c'est encore plus haut, là. Il y a eu 105 homicide à Montréal en 76. Donc, il y avait les journaux, Photopolis, tout ça. Donc, ça, quand j'ai décidé de m'y remettre, j'ai dit, ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je pense que ça va me porter pendant les années qui vont être nécessaires à faire le projet. Puis, en fait, au début, pour finir par faire une histoire courte, j'avais commencé, moi, avec une histoire, parce que je connaissais bien Donald Lavoie, je connaissais bien les Dubois, puis j'avais commencé une histoire où c'était un vieux Donald, réfugié à la campagne, qui est forcé de revenir en ville et affronter ses anciens adversaires. Puis, bon, ça allait nulle part un peu. Puis j'ai rencontré Martin Girard, le co-scénariste du film. Puis Martin, on s'est mis, il a plongé un peu dans ma recherche que j'avais, puis on est allé encore plus loin dans la recherche parce que tous les journaux d'époque, Photo, Allopolis, tous ces journaux-là sont archivés à la Bibliothèque nationale. On est allé là-dedans, puis à un moment donné, Martin m'a dit, regarde, Donald Lavoie, 78 à 83, il y a un film, là. Puis moi, je me dis, un film d'époque, j'arriverai jamais à financer ça. Mais j'ai dit, allons-y, je vais apprécier le moment qu'on écrit ensemble, puis ça se passera pas, mais c'est pas grave. Fait qu'on a écrit le scénario, puis finalement, le film s'est fait. Est-ce que tu te souvenais à l'époque de Donald Lavoie? Il y a une entrevue célèbre qui est encore disponible sur l'Internet, une entrevue de la CBC qui a fait en 1982. Il l'a fait en 82, ça a été diffusé en 83. Puis moi, je connaissais cette entrevue-là. Donc, le personnage, c'est quelqu'un que je connaissais bien d'une certaine manière, là, dans la mesure où on peut connaître, parce qu'évidemment, il vit en clandestinité. Puis on la voit à la fin du film, ça se peut-tu, au générique? Ben non, c'est lui! Ah, ben c'est ça, je trouvais que ça ressent. Je me souviens que dans la salle, on était tous en train de se dire, on dirait Eric, mais ça a l'air d'une image d'archive, fait que... Okay, mais c'est tel quel, c'est la même chose. On a reproduit l'entreprise. Ah, voilà, OK. Fait que je trouvais que c'était un heureux hasard que la ressemblance... En fait, juste pas avant que tu interviennes, on avait, dans le scénario, c'était une dizaine de lignes. À la fin du scénario, on reproduisait un peu cette entrevue-là. Puis Eric est arrivé un jour et il dit « Hey, il me semble que je peux faire de quoi avec ça? Il me semble qu'on devrait investir plus de temps puis d'énergie là-dedans. » Fait qu'on est retourné dans l'entrevue, finalement on a sorti... parce que ça devait pas être au générique de la fin, ça devait être une scène qui terminait le film. Fait que je suis retourné chercher des extraits de l'entrevue. T'es même retourné, t'as fait des propositions. Puis finalement, on a eu ce qu'on a dans le film, même plus long. Puis, donc, c'était pas prévu comme ça. Puis c'est vraiment Eric qui y croyait. Puis il est arrivé... écoute, on a fait 2 prises dans cette affaire-là. Il est arrivé, puis écoute, il l'habitait totalement. Ce qui est intéressant, c'est que pour les gens qui vont venir voir le film, qui sont curieux, ça se trouve facilement sur Internet. Oui. Fifth Estate, Donald Lavoie, de l'entrevue au complet là, en anglais. C'est fascinant. OK. The Fifth Estate... Hitman, ça s'appelle. Vous allez le trouver.
Puis justement, Benoît, toi, t'incarnes Claude Dubois. Claude Dubois, pas celui qu'on entend à la radio d'habitude. Non, c'est ça. Mais comment c'est, vu que c'est t'es inspiré de faits réels, est-ce que tu t'inspires du scénario pour créer ton personnage ou tu vas faire des recherches sur moi, j'ai parlé à quelqu'un qui a été un chroniqueur judiciaire, qui connaît beaucoup, qui a été témoin de tous ces événements-là dans le temps de la SECO, la commission d'enquête sur le crime organisé. Et puis, j'ai vu, justement, on voit d'ailleurs dans ce document-là de Fifth Estate, on voit un peu Claude Dubois marcher à un moment donné. Il y a du stock shot où on le voit lui, puis il est comme un peu interviewé. C'est physiquement le seul document visuel que j'avais. Puis j'étais curieux de savoir les personnes que j'ai rencontrées, qui l'ont déjà vu évoluer, qui l'ont déjà vu passer, marcher, être interviewé à la SECO, témoigner à la SECO. Alors, je me suis inspiré de ça, mais évidemment, je ne l'ai pas rencontré, je ne le connais pas, mais j'estime que ce que j'ai vu, puis que ce que je comprends de ce que j'ai lu sur tout le chapitre sur les Dubois du rapport de la commission de la SECO, de la commission d'enquête, j'ai essayé de jouer un personnage qui était intelligent, qui était un stratège, quelqu'un qui était en contrôle, qui contenait extrêmement sa violence parce qu'il l'a imposé très tôt, sa violence, puis à ce moment-là, les gens ont eu peur de lui et de ses frères. Alors, c'était pas lui qui exerçait la violence, mais j'ai essayé de faire un personnage qui pouvait juste faire peur, entre guillemets, qui pouvait imposer de par sa présence. Je pense que c'était quelqu'un qui avait énormément de charisme. Le reste, c'est ça, c'est de la création. C'est moi qui essaie d'injecter ce que je pense que... Je me souviens, moi, ma vision du personnage, c'était... J'avais une conversation avec Benoît, puis au moment où il faisait sa recherche, puis il disait « moi, je le vois comme un vendeur d'auto usagé, quelqu'un qui a une bonhomie, puis il a dit non, c'est pas ça du tout, là. C'est quelqu'un qui est autoritaire, puis qui peut exploser à n'importe quel moment. » Puis j'ai dit « OK, on y va avec ça. » Oui, parce qu'il chantait à un moment donné hommage. C'est ça qui est fascinant. Moi, la chose qui m'a le plus fasciné, c'est que lui, il a commencé à travailler au Casa Loma. Les Cotroniers étaient là. Il a commencé comme doorman. Puis, tu sais, les autres, ils avaient commencé, les frères, à faire des petits vols à l'adolescence. Ils se sont rendus compte de leur pouvoir, de leur violence, comment ils pouvaient avoir une emprise sur les gens. Fait que là, lui, il est rentré. Puis c'est comme ça qu'ils ont commencé à avoir du pouvoir, parce qu'il a fait ses liens. Mais il est rentré, il était chanteur. C'était un chanteur d'opérette. Chanteur de charme. Chanteur de charme. Il y a ça, j'oublie son nom moi aussi, j'essaie de me rappeler de son nom. Mais je faisais, c'est trop merveilleux. Puis dans le scénario original, Claude Dubois chantait au mariage de son bras droit. Donald arrivait à la noce, puis Claude était debout, puis il chantait, puis tout le monde... Bon, finalement, la COVID a coupé sa scène. Oui, la COVID a coupé sa scène. Mais oui. C'était un chanteur de charme au départ. Il voulait faire une carrière. Il chantait Volaris sur une table. Oui, exactement. Ouais. Et pour toi, Éric, on a eu l'occasion de jaser pour le magazine Mon Ciné. Et dans l'entretien, tu avais dit quelque chose d'assez intéressant. Tu disais que la clé pour saisir le personnage, pour comprendre, c'était dans les yeux. Donc, parce que ces gens-là sont extrêmement sur le qui-vive. Oui, je sais pas si c'est la clé. C'est quelqu'un que j'ai rencontré qui l'a connu qui me dit « t'as ses yeux ». Puis à un moment donné, je suis parti avec ça. Mais c'est parce que toutes les personnes, tu sais, je reviens à ça, là, entre le moment où j'ai été casté puis le moment où on a tourné, il y a eu à peu près 1 an où on a pu faire des recherches, rencontrer des gens. Puis des fois, le pouvoir infini du câble nous permet de rencontrer des gens qu'on rencontrerait pas normalement. Puis j'ai rencontré des enquêteurs aussi qui m'ont dit que c'était quelque chose où ils sont toujours sous tension et très nerveux que ça finisse bientôt, nerveux ils vont-tu se faire passer par quelqu'un qu'ils connaissent. Donc, oui, je pense que la clé, c'était ça. Mais la clé, c'est surtout ici, encore, je reviens à le besoin d'être validé, le besoin d'être sous cet homme-là qui est Claude. Je trouve que c'est un film sur la famille. Je trouve que c'est quelqu'un qui a cherché sa famille toute sa vie, puis à un moment donné, ça a été les Dubois. C'est quelqu'un qui était abandonné très tôt. Puis quand il a trouvé les Dubois, il a été capable de venir... Tu sais, l'humain est assez fait... C'est assez simple. Là, tu vas aller où t'es récompensé. Mm-hmm. Et ça finit qu'il était bon pour faire ce qu'il faisait, puis il parlait de lui-même comme un soldat. C'était un bon soldat. Puis du moment que la relation a changé entre les deux, ben c'est devenu un bon soldat pour la police. Puis il n'a plus jamais fait de crime. Puis il est allé en dedans, puis il a étudié, il a fait philosophie, il a fait politique internationale aussi, je pense. Donc c'est un personnage énigmatique dans le sens où il a changé de vie plusieurs fois.
c'est déjà difficile d'en faire une comme du monde des fois. Lui, il l'a fait 3 fois. Donc, oui. Mais la question, si la clé était dans les yeux, en général, le cinéma est dans les yeux, là, je pense. Ouais. Mais moi, ce que je trouve intéressant par rapport au phénomène de la famille, c'est que la mafia italienne, par exemple, elle est structurée de façon vraiment hiérarchique. Oui. Tu as des gens, tu as des capots, des lieutenants et tout ça. La force des Dubois, comment ils se sont imposés, c'est que c'est une fratrie. Ils sont 9 frères et sœurs. Il n'y a personne qui va vendre l'autre. T'es assuré de la fidélité et de la loyauté, ce que les Italiens ont à quelque part, mais c'est le sang qui parlait, là. C'était 9 frères qui... Il t'a malmené, l'autre arrivait, puis il cassait la gueule aux autres. C'est comme ça qu'ils ont réussi à imposer leur pouvoir. Très rapidement, à l'adolescence, les gens avaient peur d'eux autres dans Saint-Henri. Alors, quand lui arrive dans la voie, c'est pas juste une famille comme une famille italienne, c'est le sang qui parle, mais vraiment le sang, une fratrie. C'est ça qui l'attire dans la voie. Mais ça aussi, c'est la clé de l'histoire aussi, parce que ce gang-là, on pouvait pas... c'est une autre époque où il y avait moins d'instruments technologiques, là. Donc, le témoignage était important. Puis l'omerta était totale dans ce gang-là. Si tu étais soupçonné, tu étais exécuté. C'est ce qu'on voit dans le film. Donc, puis on avait un leader paranoïaque en plus. Puis Donald Lavoie le dit dans les entrevues, on peut pas parler. On parlera pas, on parlera jamais. Donc, la clé pour la justice, pour réussir à arrêter ces gens-là puis à les mettre en prison, c'était vraiment d'avoir quelqu'un qui parle, tu sais. Donc, c'est ça toute l'histoire du film. C'est Donald qui passe de l'autre côté, puis c'est un cas exceptionnel, tu sais. Puis il avait le tempérament pour le faire, le caractère pour le faire. Pourquoi il le fait? Vengeance, protéger ces gens, peu importe. On laisse ça à la discrétion du spectateur parce que toutes les pistes restent ouvertes. Mais c'est vraiment clé parce que c'était la seule façon de mettre fin aux activités de ce groupe-là. Même une fois que le clan est tombé, dans The Fifth Estate, il dit Claude Dubois, il va me retrouver puis il va me passer. Il est tellement intelligent. Ouais. Ça donne une idée de l'emprise qu'il y avait sur lui. Moi, c'est ça qui me fascine. Même une fois que c'est fini, il n'est pas libéré. Mais de la soumission aussi. On parlait de validation, mais Donald, on a fait un Donald, je pense que même, je ne sais pas jusqu'à quel point il y a plus de caractère, plus effronté face à Claude qu'en réalité, parce que dans les entrevues du vrai personnage, il parle du magnétisme de cet homme-là, qu'on peut rien lui refuser, puis il dit, on m'a ordonné, un peu comme, je sais pas, un nazi finalement, qui dit, je suis pas responsable, j'ai obéi aux ordres, Mais il y a une transcription dans le segment sur les Dubois, là, sur le rapport de la Séco. C'est un verbatim d'une écoute électronique. Il n'était pas payé nécessairement cher. OK. C'était par passion, quasiment? Par passion. Non, mais même Donald Lavoie, je ne pense pas qu'il y avait des passe-droits par rapport aux Dubois. Je veux dire, ils étaient vraiment à la merci. Non, écoute, l'équipe de Claude Dubois, à l'époque, il y a eu jusqu'à 200 membres, dont des soldats. Donc, Donald, il y avait plusieurs hommes de main. Bon, ce qu'on dit, c'est que Donald Lavoie était le plus redouté, le plus efficace. Bon, je sais pas comment dire ça, mais c'était quand même une armée, là. Puis Claude Dubois était au sommet d'une pyramide. Donc, comme dans tous les groupes criminels, nous, on a créé une relation étroite entre Claude et Donald. Moi, ce qu'on me dit des fois, c'est que c'était pas tout à fait comme ça. Il y avait quand même des intermédiaires. Puis le boss, un peu comme dans la mafia, n'a jamais ordonné directement un meurtre. Donc, nous, on créait un drame, on a créé des relations entre les personnages, ce lien de famille, des choses qui sont vraies, là, parce que Donald a eu l'enfance qu'il a eue, puis cette idée de validation, ça, elle existe. Puis il est effectivement devenu membre d'une autre famille, celle des policiers. Puis il s'est même à un moment donné, Donald donnait des ateliers aux policiers. Okay. Il est allé il n'était pas professeur, là, mais il donnait des ateliers, puis il expliquait, je ne sais pas exactement la nature criminelle. Des pros, puis comment trouver son corps. Donc, c'est un caméléon aussi. C'est un caméléon, c'est intéressant. Mais tu parlais précédemment de l'âge d'or des films de gangsters. Ouais. On dirait que maintenant, ça a été peut-être remplacé par du true crime, pas mal. Ouais, est-ce que ça devient un enjeu dans un film où on suit un anti-héros, une personne pas fondamentalement gentille, de ne pas glorifier ce qu'il va faire, mais de quand même vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer avec le personnage. Qu'on le glorifie? Moi, j'ai pas senti qu'on le glorifiait, mais jusqu'à un moment donné, c'est quelque chose que vous avez dit. Je sais pas, on va avoir l'air...
Pendant qu'on répétait le film, moi, je répétais au théâtre, puis je répétais du Tchekhov. Puis à un moment donné, on a pogné une chire où on s'envoyait des phrases de Tchekhov. Mais on faisait, non, mais montre-le, t'as pas besoin de dire si c'est ça ou si... Pas dans le sens si c'est-tu véridique ou non, je juge pas s'il est bien fait ou pas bien fait. Je vais te montrer ce qui est écrit. Mais moi, comme acteur, je glorifie rien. Après, c'est lui où il décide de mettre la caméra, il fait un push-in, il me fait pas un push-in, il part un Philip Glass pendant que tel moment. C'est je dirais deux choses. D'abord, le personnage de Donald, c'était quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui pourrait être... c'est un bel homme quand même, selon certains standards. Puis on y échappe pas, tu sais, on va pas caster un boudin. Non, c'est lui, donc on fait lui. Mais moi, quelqu'un m'a posé une question cette semaine sur la représentation de la violence, tu sais. Puis dans le film, la violence est strictement utilitaire. Tu sais, on va pas... Dans ce sens-là, je dis qu'on ne glorifie pas le personnage ou ce qu'il fait. Il tue pour rien, pour un argument, pour donner une solution simple à des problèmes qui pourraient être réglés autrement, tu sais. Donc, t'es là, boum, t'es plus là. Puis, il n'y a pas non plus de one-liner après le meurtre. Il y a pas de... Le meurtre n'est pas annoncé d'avance. C'est pas non plus présenté comme un instrument de jouissance ou de satisfaction. C'est vraiment comme un mode de règlement. C'est des règlements de compte. Oui, tout comme il n'y a pas de point de vue moralisateur. Non plus. On n'est pas là pour faire la morale. On n'est pas là. Moi, je dis souvent, quand on est appelé à interpréter des personnages, des meurtriers comme ça, des criminels, on n'a pas à les juger. Puis je pense que dans la réalisation, dans l'écriture, ça a été mené pour justement qu'il n'y ait pas de regard qui juge, qui dit... Il n'y a rien qui dit au spectateur. Lui, il n'y a pas de satisfaction à faire un meurtre, jamais. Puis même au contraire, à un moment donné, on a mis... on l'a fait, puis on a rajouté des plans. C'est quelqu'un qui s'auto-médicamente pour être capable de se rendre où est-ce qu'il se rend. Il y a des plans où il fait juste boire tout seul dans l'auto. Comme un soldat. Donc, il dit dans son entrevue, Fifth Estate, il dit « I've been ordered ». Lui, il a suivi des ordres. Normalement, j'aurais pas fait ça. Mais en même temps, c'est aussi une fiction, tu sais, puis c'est aussi comme... Bon, c'est un monstre. Mais la question, c'est toujours, on revient toujours à ça. Tu sais, c'est un monstre. Ça pourrait être notre voisin. Ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être moi, peut-être. Puis quand on regarde le film, c'est un peu ça. Moi, je veux que les spectateurs se posent la question. C'est pourquoi je prends pour lui? Est-ce que je suis juste manipulé ou il y a quelque chose en moi? Toutes ces questions-là sont toujours valables. Puis on se les pose constamment. Mais le problème avec lui, c'est que ça pourrait être ton beau-frère, tu sais. Puis on te dit après, écoute, quand il a terminé sa carrière puis il a été libéré, il n'y a même pas eu une contravention, tu sais. C'est des choses qui nous troublent, tu sais, puis c'est troublant. Donc, je pense qu'il y a quand même... ces questions-là, on se les repose tout le temps, comme on se raconte toujours les mêmes histoires, puis mais en même temps... Oh, boy! Non, c'est ça. OK, c'est fini. Prochaine entrevue. Donc, pour moi, c'est comme dire à Coppola, tu transformes le spectacle, la guerre en spectacle, t'en fais un opéra. Oui, mais ça nous fait réfléchir quand même. Oui, puis en même temps... Puis on fait du spectacle. C'est historique, là. Cette époque-là. C'est fascinant, là. Je trouve ça intéressant, moi, de voir... c'est réel, ça a existé, là, le Clan du Bois avec Donald Lavoie. Alors, je trouve, si les gens sont moindrement curieux sur l'histoire, même si c'est comme une histoire c'est plus sombre, là. C'est une histoire glauque sur le passé ici, dans les années 70-80 au Québec, mais c'est intéressant, ça a existé. Fait que c'est le fun de jeter un regard là-dessus, puis les gens, ils continueront... Ils pousseront leur curiosité plus loin plus tard. T'sais. Claude Poirier nous dit qu'on a bien fait ça. On a l'aval de Claude Poirier. On a l'aval de Claude Poirier. On a l'aval de ma mère aussi qui a dit qu'on a bien fait ça. On a l'aval de... On a fait une bonne recherche, nous a dit Claude Poirier. Tu avais dit d'entrée de jeu que... jamais on va financer ce film-là, un film d'époque des années 70. C'était quoi le plus grand défi de recréer ces années-là? Ben, écoutez, c'est toujours une question de budget, évidemment. Il y a plusieurs problèmes. D'abord, c'est sûr que quand on tourne un film d'époque, pas besoin d'aller très loin dans le passé, tout ce qui est à l'extérieur du cadre est un anachronisme. T'sais. Donc, on filme dans la rue, je peux pas dire « Hey, on vire de bord! On tourne la caméra dans l'autre sens, puis on va tourner. » Non, tout est calculé toujours. Donc ça impose certaines
limites, des contraintes. Puis il y a des choses qui coûtent extrêmement cher, tu sais, c'est surprenant, mais je donne toujours l'exemple des autos. Une auto d'époque, il y en a une qui va rouler sur le plateau, mais les autres ne fonctionnent pas. Donc, il y a 8 remorques qui arrivent, puis ils descendent l'auto de la remorque, ils la poussent au bon endroit, puis là, tu viens de dépenser une fortune. Donc, évidemment, c'est une incidence budgétaire. Puis l'autre défi, c'est moi, quand on a travaillé, quand on a commencé la production avec le directeur photo, Marie-Hélène Lavoie à la direction artistique, j'ai dit, bon, OK, là, on va éviter le brun, le orange et le jaune, qui sont devenus des clichés de l'époque, puis on va aussi baser notre recherche sur des films de l'époque. Donc, on n'ira pas voir des films contemporains qui, justement, rebrassent les mêmes clichés. Fait que moi, étant, comme je disais tantôt, un adolescent des années 70, j'avais tout un répertoire de films, puis je les connais tous. Fait qu'on est parti de ces cinéastes-là, Peckinpah, Siegel, Friedkin, tout ça. Puis, donc, il y a eu on n'a pas fait un pastiche. On est allé vraiment... OK, bon, à l'époque, en s'inspirant des films, Jean-François, le directeur photo, il dit, bon, il y a beaucoup d'éclairage direct, tu sais, puis aujourd'hui, on n'éclaire plus en éclairage direct. Fait que les scènes de nuit, souvent, sont éclairées en éclairage direct. C'est très contrasté. Au niveau du montage, on a essayé avec le monteur Philippe Rallet OK, une économie. Chaque plan signifie quelque chose. On n'a pas un montage de 2 minutes de vaisselle puis de cuisinier, on est constamment signé. On s'est modelé au cinéma américain, mais en bout de ligne, on a voulu faire un film où les influences sont organiques. C'est pas un pastiche de Scorsese ou peu importe. Donc, c'est un peu ça l'idée, là. Le défi, c'était finalement de donner l'impression qu'on est dans l'époque en utilisant le langage de l'époque. Puis je vois Benoît, t'as pas eu envie de garder le look des chaînes en or dans le poil, puis... Non, mais j'ai failli racheter la chemise de la fin, là. En fait, je sais plus celle qui est ouverte ben bas, ça c'est plus au mariage, là? Ouais. Je sais plus, non, à la fin, OK, là, plus tard, OK. Ouais. Puis... Moi, je rentre plus dans mes jeans. Non, je les ai gardés, mais j'adore ce look-là. Ma seule déception par rapport au look, je m'étais laissé pousser des fichus de beaux favoris, toi. C'était beau, ça avait de l'allure. Puis là, quand je suis arrivé, ils m'ont dit c'est juste pas assez long, c'est juste pas assez long. On tourne dans 2 semaines, ça va être grave. On prendra pas de chance, on fait des tests maintenant. Fait que je les ai rasés, puis là, ils m'y ont collés. Mais moi, je te dirais, défi, mais c'est pas un défi, mais c'est anecdotique. On était en pleine COVID. OK. Laisse-moi te dire là, que quand t'as des looks comme ça, avec des faux favoris, puis 5, 4, 3, enlève ton masque, Chris, le favori part. Oui, toi. Cut, OK, attends. Merci, colle ça. Coupez, mettez vos masques. Là. Fait que je te dirais qu'au niveau de ces looks-là, là, moi, là, mes favoris, ouais, mais mon Dieu, de les accrocher, ça, c'était compliqué. Par contre, le seul postiche dans le film, c'est les favoris de Benoît. Oui, c'est vrai. Grâce à la COVID, oui, toi, moi, quand j'ai fait les auditions, tout le monde est arrivé barbu, les cheveux aux fesses. Fait que on devait raccourcir un peu pour que ça soit d'époque. Tu sais, c'était quand même fantastique, tu sais, parce que c'est difficile de faire un film d'époque. Non, parce que les comédiens, ils font, évidemment, quand il n'y a pas de COVID, ils font 4 séries télé en même temps. Donc, non, moi, c'est mon look de mon personnage à la télé. C'est ça. Les raccords. Puis là, tout d'un coup, ça devenait une notion. Puis je suis pas sûr que c'est possible sans la COVID, ça. Ici. Ouais, t'as été bon en tabarouette. On a toujours l'air de prier pour avoir des compliments, mais ça a vraiment été un des premiers films faits en sortant de la COVID. Puis Raymond, t'as fait un job monumental. Ouais, avec un masque, des lunettes, une visière. Ouais. C'est fou. Ça paraît pas pantoute, honnêtement, je trouve. Mais non, ça paraît pas. Ouais. Ça paraît pas. Puis, tu sais, il y avait des scènes d'intimité là-dedans. Puis, c'était en COVID. Fait qu'ils ont respecté. Tu fais une scène d'intimité. Il n'y avait pas d'échange de fluide. Il faut que tu aies 1 mètre de distance. Comment on fait ça? Mais si tu te relèves vers moi, je vais te tasser la face là. Oui, parce qu'on avait droit... heureusement, c'était pas... On a inventé une règle qu'en 15 minutes, la COVID se promène pas. C'est ça. On avait le droit à 15 minutes par jour. Le problème, c'est qu'Éric était dans toutes les scènes. C'est ça. C'est que tout le monde voulait être en proximité d'Éric. 15 minutes, non, mais on avait beaucoup de scènes avec lui, des gens qui se discutent. Fait que 1 mètre, c'est long, là. Fait qu'il fallait qu'il menaces 1 mètre aussi. 1 mètre, c'est ridicule. Fait que on avait 15 minutes à proximité d'Éric par jour. Fait qu'il fallait gérer ça comme faut. Parce qu'on a tué plus de personnages qu'on pensait. Non, c'est pas débarrasser. Mais c'est ce genre de challenge-là qu'on avait. Mais en même temps, comme disait quelqu'un l'autre fois, tu peux pas dire, Éric qui disait ça,
tu peux pas dire... tu peux pas t'excuser avec la COVID. T'sais. Tu peux pas dire, ah, ben là, écoute... non, c'est ça. Fait que ça n'existe pas, la COVID. Il fallait pas que ça apparaisse. T'sais, sauf dans un film qui assume un film contemporain qui dit on est en ère de COVID. Mais hormis ces difficultés-là, est-ce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices à faire ou t'es quand même arrivé à faire le film que tu voulais faire? Ben, pour moi, ce qui est plus, même si ça fonctionne, c'était plus difficile quand on arrivait dans des scènes de foule, des scènes où il y a des figurants, parce que là, tout d'un coup, ça changeait toute la norme. T'sais. Donc, la scène de la noce, ça a été tout un tricotage. Il y a des gens qui sont de dos, il y a des gens... Moi, j'aurais fait, bon, dans mon rêve, une noce un peu plus olé-olé, tu sais. Mais bon, on a réussi à s'en tirer quand même. Puis l'essentiel, c'est le dialogue entre les deux personnages. Le reste, c'est accessoire de toute façon. Ouais, on est comme en fin de noces, fait que ça se peut. Oui, on l'a mis en fin de noces. C'est un peu ça qui a été l'idée, tu sais. Mais autrement, il y a beaucoup de films qui ont été reportés, des films qui étaient impossibles à tourner en contexte de COVID parce qu'il y avait un groupe de comédiens trop large. Puis aussitôt qu'un comédien... faisait un autre plateau, il y avait besoin d'une sorte de quarantaine avant de venir sur ton plateau. Fait que les gens ne pouvaient pas faire 2 plateaux en même temps, tu sais. Fait que ça prenait un cast isolé dans le sens où il ne faisait pas autre chose pendant la période où on tournait, consacré entièrement à ce qu'on faisait. Ouais. En tout cas, sur ça, merci pour cette belle conversation. Merci on à a vous. vraiment Merci aimé le film. Bravo pour le travail. Merci. C'était bon succès. Puis on invite les gens à aller voir Crépuscule pour un tueur. Pas de notre histoire qui mérite vraiment d'être vue et découverte. Merci les gars, c'était un grand plaisir. C'était agréable. Vraiment. Cool.